Que va dévoiler la pomme mardi prochain lors de son Apple Event que nous couvrirons en direct mardi 12 septembre à partir de 18h30. Les mises à jour annuelles des iPhones et des Apple Watch, bien sûr, matière, couleur, USB-C, photo, bilan complet des avancées attendues. Cette année, un One More Thing pourrait dévoiler un iPhone 15 Ultra que cache cette version très haut de gamme. Enfin, bilan de la bêta d'iOS 17 et ses avancées que nous avons testées tout l'été. Bonjour à tous, vous regardez On refait le Mac alias ORLM, très heureux de vous retrouver pour notre débat tech hebdomadaire. C'est déjà la 14e saison d'On refait le Mac. Merci, un immense merci pour votre fidélité tout au long de ces 487 numéros de notre podcast. N'hésitez pas à nous soutenir en vous abonnant bien sûr à notre chaîne YouTube. Un immense merci et un bonjour tout particulier aux membres du club ORLM. C'est la version premium de notre chaîne YouTube. C'est un abonnement payant. Vous soutenez ORLM et ses équipes et en contrepartie, l'émission est disponible 24 heures à l'avance. C'est génial. Vous pouvez même poser des questions en direct et échanger avec l'équipe au quotidien sur Discord et venir ici pour assister au tournage au Village Bassia. Toutes les infos sur ce QR code ou dans la description de la vidéo. Et puis n'oubliez pas nos goodies, vous savez, nos t-shirts aux effigies de Stéphane Zibi, de Christophe de Gravenon, aux effigies d'On refait le Mac et d'On refait la pop. Avec à mes côtés en plateau Laurent Pantanach d'Actimo et Stéphane Zibi de Bonjour les amis. De Bonjour les Bonjour. amis. Bonjour Olivier. Et en duplex Didier Poulicani. On est content d'être là. Oui, on est bien. Et en duplex Didier Poulicani de Mac Forever. Et le passionné de tech et de pop culture Christophe de Grave, CEO d'Anderside. Bonjour messieurs. Hey, comment Salut ça va les amis. Vous avez passé un bon été toutes et tous? Super. Oui. Bon, allez, sans plus Soleil. allez, on enchaîne sans plus entendre parce que vous nous avez manqué. On va directement. Il y a eu plein d'actus cet été. La première, c'est bien sûr iOS 17, le sondage de la semaine. On vous en a proposé deux, mais on commence par celui-là. Quelle nouvelle fonction d'iOS 17 publicitez-vous? On l'a testé tout l'été. Vous êtes 22,7% à répondre name drop, cette nouvelle fonction d'échange. La messagerie FaceTime, 16%. Plan hors ligne, waouh, plébiscite, 40,2%. Et la fiche contact personnel, 21,1%. Voilà, donc plutôt le plan hors ligne. Petite réaction sur Twitter, regardez, de Jeton77, alias JetB. Hello, rien que pour ma part, rien de spécial pour iOS 17. Je ne trouve rien d'incroyable sur cette mise à jour. Toutes les fonctions sont utiles, mais ne sont que de petites nouvelles. S'il faut choisir quelque chose, je préfère la notation de la santé mentale dans l'app santé qui, pour moi, a une vraie vocation. On en parlera peut-être dans la partie WatchOS, parce que c'est apparemment un sillon à creuser pour les futurs annonces d'Apple Event et de la montre d'Apple. Les amis, il a fallu quand même se creuser un peu la tête pour trouver des avancées significatives. Pourtant, parler de mise à jour mineure cette année? Plutôt oui. Mais on avait dit que ça serait une mise à jour mineure. Surtout avec l'actualité d'Apple débordante, avec notamment l'arrivée d'Apple Vision. Voilà, les développeurs vont être bien occupés. Et d'ailleurs, ils sont bien occupés. Ils sont très bien occupés. D'ailleurs, les labs tournent à fond dans le monde entier. En Europe, c'est à Munich et à Londres, où les tests sont faits pour que tout soit prêt pour le début d'année 2024. Donc, accessoirement, ce serait bien d'amener la presse, de tester un petit truc, ce serait bien. Même les podcasteurs. Je pense que... Je pense que non. Allez, retour donc sur iOS 17 que nous avons testé tout l'été. iOS 17, les nouveautés, il y en a quand même quelques-unes. Alors, en un préambule, on va peut-être se tourner, parce qu'ils n'ont pas encore pris la parole du côté de chez Christophe et Didier en duplex. Première question, les amis, est-ce que vous avez rencontré des problèmes particuliers en installant dès le mois de juin la bêta et l'utiliser tout l'été, notamment ce qui fait peur aux gens, c'est la batterie? Oui. Du côté de la batterie, je laisserai peut-être Didier en parler. Par contre, de mon côté, moi, ce que j'ai pu constater, c'était pas mal de problèmes dans l'interface au niveau du clavier. Donc, tu es dans une messagerie, peu importe laquelle, tu es en train de composer ton message et le clavier vient recouvrir la partie en texte. Donc, du coup, tu sais pas lire ce que tu es en train d'écrire. Mais bon, c'est des bugs qui vont être corrigés avec la version définitive, j'en suis certain. Je l'ai vécu également. Didier, de ton côté? Ouais, j'ai eu pas mal de bugs. Moi, déjà, l'autonomie est vraiment pas ouf, mais je mets aussi peut-être ça sur le compte de la 5G. Parce que, tu sais, je suis chez Soch, et j'ai eu la 5G, et apparemment, c'est un vrai problème. Quand tu enlèves la 5G, tu gagnes en autonomie.
ce que j'ai un peu constaté, mais bon, j'aime bien voir la 5G, tu vois. Et alors, sinon, j'ai eu des gros soucis de AirDrop qui ne marchaient pas du tout avant, mais là, ça a été réglé. Donc ça, c'est quand même la bonne nouvelle. Et là, les dernières bêtas ont l'air quand même relativement stables. J'ai quand même ces petits soucis qu'a eu Stéphane un peu là tout à l'heure, mais globalement, ça marche quand même bien. En fait, moi, je suis quand même content, c'est de se dire finalement, Apple fait pas des grosses nouveautés, mais peut-être qu'ils en profitent pour corriger tous les petits bugs à gauche, à droite. Même s'il y a des choses un peu casse-pieds quand même. Tu vois, j'ai un lecteur ce matin, il me disait oui, ils ont enlevé le sélectionner tout dans Safari. Effectivement, c'est une fonction qui est plus là depuis 1 an et en fait, c'est passé un peu inaperçu. Ouais. Donc, voilà, moi, j'aimerais bien qu'ils enlèvent pas trop de trucs comme Tesla un peu. Tu vois. Laurent, Stéphane en plateau. Moi, j'ai eu alors très peu de bugs. Hein. J'ai eu des bugs d'affichage, c'est-à-dire au moment où tu lances une appli, au lieu d'avoir une belle fenêtre avec les bords légèrement arrondis, en fait, elle apparaît, elle est rectangulaire, et puis en quelques secondes, les coins arrondis apparaissent, tu vois, du style. Mais franchement, non, plutôt bien. J'ai assez bien géré l'autonomie, mais effectivement, moi, mon vrai problème d'autonomie cet été, ça a été la 5G, et je vais même dire mieux. En Corse, la 4G marchait mieux que la 5G. C'est-à-dire que je me suis trouvé plusieurs fois avec la 5G. Oui, c'est les touristes. Ouais, je me suis trouvé plusieurs fois avec la 5G où j'avais plus de réseau. Tu forçais la 4G et là tu te retrouvais avec du réseau. Moi c'était l'inverse, mais bon. Tu vois, il y a des je pense la haute Corse est différente que la. Oui, la vraie Corse, la Corse du Sud. Stéphane ? Non, on va peut-être venir. Moi, mes problèmes que j'ai eu, en tout cas, mes remarques sur tout ce qui est le name drop, etc. Après peut-être. Oui. Non, mais je peux juste dire quand même que depuis quelques temps, on a quand même la public release qui est relativement tôt, et donc ils ont fait quand même plus de progrès. En tout cas, on peut. Alors, la public release, c'est la. C'est-à-dire que tout le monde peut tester la bêta. Il ne faut pas être développeur. Sans être développeur. Alors, juste pour que ce soit bien compris, en fait, avant, pour pouvoir tester la bêta, il fallait avoir un compte développeur. Voilà. Et c'était une version parfois un peu alpha même, bêta. Oui. Et maintenant, c'était une vraie prise de risque. Hein. Ah oui, une réelle. Il fallait pas mettre en prod, fallait pas utiliser. Et depuis qu'on a fait direct nous. Depuis 2-3 ans, ce qu'il se passe, c'est qu'il y a toujours la version développeur qui sort, et quelques semaines après, c'est-à-dire tout début juillet, sort ce qu'ils appellent la public bêta. Et tout le monde peut aller dans son téléphone, cliquer et dire activer, c'est dans les paramètres sans compte développeur. Tu dis, tu vas dans mise à jour, acceptez-vous les versions bêta et tu peux les valider. Donc c'est quand même des versions qui sont elles sont bien finies, quoi. T'imagines, parce que le grand public peut les tester, quoi. Ouais, moi j'ai rencontré à peu près les problèmes que vous m'avez décrits. Et puis il y a un problème qui persiste. Alors je ne sais pas si c'est lié à la bêta, mais mon iPhone n'arrive plus à télécommander mes Apple TV à la maison depuis la bêta. Voilà, donc il la voit pas. Il voit l'Apple TV. Tu as mis à jour l'Apple TV ? Non, j'ai pas touché. Ils sont pas en bêta. Mais voilà, c'est un petit détail. Est-ce que c'est un problème de configuration de Wi-Fi ? Je sais pas. Des petits soucis d'interface que tu as très bien résumé, Christophe, effectivement. Et puis ça se bloque par moment. Et ça, c'est normal pour une bêta. Là, pour aller par rapport au sujet de l'émission, pour suivre le déroulé, pardon. Mais moi, c'est vrai que le gros truc qu'il y a, c'était la grosse nouveauté, c'est le name drop, quoi. C'est le nouveau. On va y venir. Là, justement, mais moi, mon truc, c'est que c'est un bug. Je trouve que mes informations partaient trop vite. On va venir à ça. Mais c'est un bug pour moi. Oui, mais on va y venir à ça. Ouais, alors, regardez, une petite réaction sur Twitter de Max, alias Maxoun. Le plan hors ligne, c'est super pratique quand il n'y a pas de réseau. Moi, j'ai téléchargé un bout de carte parce que chez moi, il y a des endroits où ça ne capte pas du tout. Et c'est un régal de toujours avoir le plan qui ne plante pas au moins. Ça t'a un peu sauvé la baraque en vacances d'avoir la bêta, Didier, quand tu étais aux États-Unis cet été ? Alors, quand même, ce qui est étonnant, c'est que dans une montre comme une Garmin, tu arrives à avoir les plans quasiment du monde entier dans la montre. Alors, il n'est pas aussi précis que plan quand tu le télécharges, mais je trouve qu'Apple, il pourrait faire un truc comme ça quand même maintenant, justement pour les États-Unis où tu n'as pas beaucoup de connexion. Et c'est vrai que c'est salvateur. Et alors, justement, nous, en Europe, on a quand même pas mal de connects partout. Mais là, je me suis beaucoup baladé aux États-Unis pendant l'été. Et dans les grands parcs, en fait, tu n'as jamais de connect. Donc si t'as pas un plan enregistré, où j'avais des applications comme AllTrails et tout pour les balades, et c'était vraiment, ça te sauve la vie. Et d'ailleurs, on pourra parler aussi, mais tu vois, la connexion satellite, c'est un truc là-bas qui est hyper utile, alors que chez nous, on se dit, bon, c'est un peu du gadget. Question de densité de population qui n'est pas la même, effectivement. Au-delà, les amis, quelle est la fonctionnalité qui vous a le plus marqué de cette nouvelle version ? S'il y avait une fonctionnalité à publicité, on commence peut-être, je sais pas, Christophe, Laurent, Stéphane, Didier, qui veut prendre la parole ? Il y en a plein. Oui, mais c'est vrai.
Ouais. C'est vrai que name drop c'est cool, quoi. C'est un truc, c'est un nice to have, comme on dit en anglais. C'est sympa, c'est le truc qu'on aime bien montrer en fait quand on a des copains qui sont pas encore sur iPhone. J'en ai qui sont sous Samsung. Ils sont pas très loin de nous. C'est beau. Et effectivement, name drop, c'est sympa parce qu'on peut, oui. on peut sur mesure en fait faire sa fiche personnelle sur son iPhone avec ses coordonnées, sa photo, le fond qui va bien, etc. Et puis hop, on vient la porter en fait avec un autre iPhone à portée de main, on vient lui transférer la fiche. C'est plutôt sympa, je trouve. Donc on peut échanger facilement sa fiche d'identité, comme autrefois sa carte de visite, ce qui existe sur d'autres téléphones. Et vous avez vu également avec l'Apple Watch. Stéphane. Ce que j'imagine, moi, avec cette fonctionnalité, si elle est ouverte, c'est qu'imagine, on peut échanger nos playlists rapidement, on peut échanger tout un tas de choses qui sont personnelles, on va dire, et qu'on peut pas. Voilà, on le ferait comme ça. Et si c'est possible de le faire au niveau. Alors, tu as eu des problèmes de bug. Moi, ce truc-là, ce qui m'a un peu agacé, c'est que je mettais mon téléphone à côté d'un iOS 17 et il y avait mes données qui partaient sans que je les demande. C'est-à-dire Après, ça c'est pas normal. Je sais, mais par défaut, Stéphane, normalement, tu dois recevoir une notification. Je sais, mais par défaut, j'avais rien touché et mes informations partaient. C'est-à-dire que si j'avais pas fait la manipulation a posteriori qui empêchait que mes données aillent partir comme ça, elle partait. Donc je pense qu'il faudrait quand même que Apple. Alors tu as soulevé quelque chose tout à l'heure en arrivant avant le début de cette émission, c'est qu'il est important par rapport à AirDrop, et ça va mettre en exergue une autre fonction qui peut sembler mineure de cette iOS 17, c'est la personnalisation de la fiche de contact. Voilà. Laurent, Stéphane. Qu'est-ce qu'on a mis dedans? Donc pour moi, il en faudrait deux. Celle où on a toutes nos informations privées qu'on veut mettre et on aurait deux fiches à nous, en fait. Non, tu as une fiche normale de partage et tu n'as pas besoin de mettre dans ta fiche privée tous tes trucs. Rien, Stéphane Zibi. Non, mais... si, moi je mets mon passeport, mon numéro de... Mais tu mets pas ça dans une fiche de contact. Si, moi j'en ai deux. Il est énervé. J'en ai deux. Non, c'est vrai que deux Stéphane Zibi. Pour comprendre, c'est-à-dire pas défaut dans sa fiche de contact, quand même, on peut mettre même ses données médicales, quoi. Et donc, si vous faites pas attention et que vous cochez tout, vous partagez avec une personne tiers l'ensemble de vos emails, de vos comptes est possible et imaginable. Donc, il faudra faire très attention lorsque vous allez installer dans quelques semaines, voire quelques jours, iOS 17, de bien cocher des fonctions que vous souhaitez partager et décocher celles que vous ne souhaitez pas. Je peux te dire ma fonction préférée ? Oui, mon chéri. Wow, ça y est. Transcription des messages vocaux. Parce que tu vois, quand tu as un pote comme Didier Poulicagne, quand il te laisse un message, il te laisse un message vocal, il s'emmerde pas, quoi. Comme les jeunes, là, tu vois. C'est un jeune. C'est une donc en fait, il te laisse un message de 2 minutes, mais en vocal. Ouais. Et moi, si tu veux, quand le SMS, j'adore le SMS, parce que c'est quelque chose que tu peux lire la nuit, tu peux lire à n'importe quel moment. Tu vois, c'est vraiment c'est de la lecture. Eh ben, c'est une fonction que je trouve top. Surtout quand il y a Poulicagne, il en a mis. Didier, ta fonction préférée de cet opus 17 d'iOS ? Moi, je vais vous étonner, c'est plus la fonction de radio-réveil de l'iPhone. Alors, il faut avoir les derniers iPhones pour que ça marche. Mais tu sais, quand tu les mets sur un chargeur sans fil sur ta table de nuit... Le mode veille, quoi. T'as une petite image, le mode table de nuit, un peu, là. Quand on parle d'interface. C'est très, très cool, ça. Je trouve que ça manquait vraiment sur les téléphones. C'est ce qu'on voit à l'écran, c'est sympa. C'est très original. Moi, j'ai un vieil iPhone que j'ai mis, du coup. Et la nuit, ça devient rouge comme la montre que tu m'as volée. Donc, oui, c'est ça, l'Apple Watch Ultra. Mais il y a une série 9, plains-toi. Quand on bascule pour décrire, parce que toi, tu utilises tous les jours, donc c'est évident, mais quand on bascule l'iPhone en mode paysage, automatiquement, ça se met en mode veille, c'est ça ? Ouais. Oui, et puis tu peux choisir en fait le type d'affichage que tu veux. Tu veux juste un réveil, ou il y a des widgets. Donc, tu peux mettre genre la bourse, tes événements à venir, ton calendrier. Et c'est pas trop mal fait. Enfin, moi, j'aime bien ça, quoi. Stéphane, le sign-in de with iPhone, en fait. Ouais, c'est ce que nous a relevé un tweetos. On en parlera tout à l'heure. Mais vas-y, continue. Mais pour moi, c'est un préalable à ce qui sera la fin du mot de passe et l'authentification universelle. Alors, comment ça marche ? Comment ça marche ? On s'inscrit sur ce que l'on veut, ou on veut se connecter sur n'importe quel site qui pourra intégrer cette fonctionnalité. On aura à se mettre en Face ID et on sera reconnu automatiquement. Voilà. Magnifique. Il faut que bien sûr l'application ou le site en charge, intègre cela. L'API est propre. Mais on est sur la connexion, le mot de passe, il n'y aura plus de mot de passe. Et c'est quelque chose potentiellement qui va révolutionner un petit peu quand même. Les pirates vont devoir trouver autre chose, quoi. Christophe, je te vois sursauter. Je pense que vraiment, on oublie de parler d'un truc, c'est les gens qui sont fans de karaoké en voiture. Ouais. Ils vont adorer SharePlay quand même.
Ah oui. Alors oui, ça j'étais surpris. Moi qui avais l'iOS 17 et CarPlay cet été, effectivement, on a vu apparaître la fonction SharePlay. Tu peux détailler un petit peu comment ça marche ? Tu vas tout simplement sur ton CarPlay, tu appuies sur la fonction de partage, un QR code apparaît et les gens peuvent venir se connecter directement sur ton CarPlay pour passer la musique qu'ils désirent. Et ça, c'est vraiment, vraiment super cool. Alors, au registre de l'évolution de l'interface, il n'y a pas énormément de choses. On a vu le mode repos que tu nous as montré, Didier, avec le mode réveil. Et pour la première fois, il y a une évolution importante de la fonction tout simplement de téléphone. L'interface a changé, le bouton stop pour raccrocher a bougé. Voilà, vous voyez sur l'image. Voilà, il y a des petites. Il travaille des choses qui n'avaient pas bougé depuis longtemps. Et puis également, je crois, la messagerie vocale. Je ne sais pas si vous avez fait l'expérience. Moi, je trouve que c'est un peu. Enfin, j'ai pas encore vraiment. Pourtant, ça fait 2 mois. Vraiment encore assimilé le concept de la. Mais bon, bref. Et la messagerie vocale, maintenant, elle peut être, comme on peut le voir, elle peut s'afficher sous forme de texte. C'est ça l'originalité. Ouais. Alors, regardez cette graisse. Oui. Pardon. Moi, je vais ajouter un truc. On m'a demandé d'écrire un article il y a quelques semaines, et j'ai écrit un article sur ce que j'ai appelé l'IA invisible. Oui. Et un article d'une vingtaine de pages. Un truc un peu dense. C'est un article. Et en fait, j'ai dit ce qui m'a le plus épaté dans iOS 17, c'est l'IA invisible. C'est-à-dire qu'en fait, tu vas sur le site de la prévisualisation d'iOS 17, il n'y a pas le mot intelligence artificielle, il n'y a pas le mot machine learning, il n'y a rien. Et en fait, tu as de l'IA partout dans le produit. C'est-à-dire que ce soit la transcription de texte, que ce soit, là tu l'as remontré tout à l'heure, la transcription des messages vocaux. Il y a plein de fonctionnalités. Et je trouve qu'ils ont été très très bons dans cette version. Ouais. On critique toujours, et tous les experts de l'IA disent « Ouais, mais Apple, ils sont pas bons parce qu'ils partagent pas et tout ça. » Et ensuite, ils sont en train de le faire à l'envers à tout le monde, comme toujours. Vas-y. Il est partout sauf dans Siri. Non mais c'est un autre. Non mais il y a le processeur qui a été fait pour ça. Ils ont l'architecture sujet. C'est quand même. C'est un autre sujet. Ils ont tous échoué. Amazon arrête. Tu vois, ils ont arrêté. Ils ont mis des milliards. Ils ont mis 10 fois plus qu'Apple. Et ils ont un résultat qui est tout aussi mauvais. Donc c'est non, je suis désolé. Google est meilleur que Siri. Alexa, il comprend ce que je lui dis. Chez moi, je pose une question à Alexa, il comprend. Je pose la question à Siri. Une fois sur 2, elle n'aime pas la lumière. C'est exaspérant. Oui, mais c'est pas le sujet. Toi, tu associes le. C'est là où tu te trouves. La reconnaissance vocale avec l'IA. Avec l'IA. Mais il y a un chat GPT dans Siri, tu verras ça pas. Non, mais non, rien à voir. Deux choses. Tu dis de la merde, arrête. Putain, mais ferme-la. Je crois qu'il a besoin de repartir quelques jours en vacances. Mais non, il est déjà tout énervé. Tu confonds tout là. Non, mais les gars, je veux juste qu'on fasse un arrêt dans l'émission, une petite pause en fait, parce que Laurent est super vénère. Je sais pas pourquoi. Donc en fait, il revient de vacances. Il est super vénère envers tout le monde. Il a mis une semaine à rentrer. Une semaine. Il regarde pas les lives de On refait la pop. Ouais, en plus. Non, j'étais en Suisse. Je même pas l'ancienne ville d'amour de Poulican. Il dit, mais Berne, ça devrait te mettre en émoi. Bon, bref, allez, regardez cette question sur Twitter d'Alexandre. Salut l'équipe, la fonctionnalité que j'aime le plus et que j'aimerais qu'il se démocratise, c'est Signing with iPhone. Donc, il est d'accord avec toi, Stéphane, tellement plus pratique qu'un mot de passe. Hop, on regarde son téléphone et on est identifié. Effectivement, et on pourrait même aller au-delà, Didier ou Christophe, parce qu'Apple a annoncé à terme pouvoir afficher des pièces d'identité. Bien sûr. La carte d'identité française il y aura une version digitale. Non, mais là. Pas dans Apple. Pas dans iOS. Ils ont développé une application. Moi aussi, je vais me fâcher. Tu écoutes ce que je sais. Là, Apple a annoncé qu'il y avait une prise en charge des cartes des formats, mais il faudra que chaque pays l'adopte. Et il faudra parier que ce ne sera pas le cas en France, mais on verra. Par contre, bonne nouvelle, je ne sais pas si vous avez vu, si vous êtes francilien. À quel prix ? Le pass Navigo va être enfin prochainement pris en charge par iOS. Il a fallu attendre 3 ans par rapport à 10 ans. Non, c'est pas ça, c'est par rapport à Android, mais même Android, c'était un peu aussi fluctuant. Mais là, il y a eu quand même, ils ont dû passer par la case procès, ou en tout cas injonction Apple. Oui, mais écoute, moi ça me va très bien. Alors, un point sur la compatibilité sur les anciens iPhones, si tu veux nous le faire, Didier, parce que j'ai shippé l'image sur un de tes articles. C'est pas bien, je le dis, donc c'est moitié avoué. Et tu vois, ceux qui avaient encore des iPhone 8 et 10, qui sont encore pas si mal comme iPhone, tu peux encore jouer à plein de jeux et tout, cette année, c'est mort, quoi. Donc il te faut au moins un iPhone 10R et SE de 2e génération pour profiter d'iOS 17. Et ce qui est marrant, c'est qu'en plus, on a l'impression que c'est pas un système qui apporte beaucoup de nouveautés graphiques ou des choses très très lourdes, mais peut-être que c'est justement lié à cette IA, peut-être qu'il n'y a pas toutes les tu appelles ça l'IA invisible. Je peux juste poser une question à Didier ou à Christophe, celui qui pourrait y répondre, mais quand même il y a un truc qui me surprend. Moi j'ai comparé l'iPhone 8 et 8 Plus avec le SE de 2020. Ouais.
Il y a juste très très peu de différence entre les deux. En fait, il y a juste peut-être 1 giga de mémoire de différence avec le SE20. En termes de puissance, En termes de puissance, mais c'est la même chose. Pourquoi les 8 sont exclus alors que le SE n'est pas exclu? Je comprends pas. Le SE, il n'a pas une puce un tout petit peu plus Non, récente. c'est la même. J'ai regardé, c'est la même. deuxième SE2, génération. hein. Le SE 2020. Non, c'est le SE2. C'est le SE2. Attends, SE deuxième génération, c'est après, je crois. C'est Le 2020, le 2020, le 2000. Ah ouais, donc il n'est pas compris dedans. Non, ok, non, alors j'ai rien dit, alors je me tais. Non, mais voilà. C'est le bien. SE2, je pense. Moi, j'ai un Mais SE2 et ça fonctionne. Et mon fils, cet été, m'a pris un vieux iPhone 7 parce que l'écran était plus grand. Et maintenant, il me dit, mais je veux iOS 17. Donc maintenant, il me dit, je vais peut-être reprendre le SE2. Allez, voilà pour un tour d'horizon complet d'iOS 17. On en reparlera mardi pour le live. Ce rendez-vous, on sera en live dès 18h30 sur la chaîne YouTube dont refait le Mac. On parlera de toutes les annonces en live et on vous réserve de belles surprises. Vous verrez, soyez au rendez-vous avec toute l'équipe de On refait le Mac. Avant de parler de ce qui devrait être annoncé mardi donc lors de l'Apple Event, place justement au busomètre. Le busomètre, ce sont les actus et rumeurs qui ont le plus buzzé cette semaine sur le site Mac Forever et sur la planète Apple. Et c'est Didier Poulicani qui nous le présente comme chaque semaine. Quel beau profil, Didier. Alors, du coup, Olivier, ça va plaire à Laurent, ça. On commence avec de l'IA qui pourrait enfin arriver dans Siri, mais l'année prochaine. Et c'est le site The Information qui lâche l'info. Donc, en général, ils ont quand même des bonnes infos en ce moment, eux. Alors, on n'a pas beaucoup de détails, mais apparemment, Apple se sera enfin penché sur la question de Siri. Mais il faudra attendre encore une petite année, plus la bêta, plus tout ça. Donc, tu vois, voilà, il va falloir être un peu patient. Ouais, mais c'est pas pour cette année. Donc, deuxième info ou rumeur. Alors ça, c'est pareil, j'ai l'impression que c'est un marronnier. Tu sais, Apple a racheté la division des modems Intel. C'était, je sais plus, il y a 2 ans, je crois, quelque chose comme ça. Et pour se passer de Qualcomm à terme, non. Maintenant, on te dit que les modems 5G d'Apple, ils n'arriveront pas avant 2025. Donc, voilà, il va y avoir encore quelques petits accords avec Qualcomm. L'idée étant aussi à la fois d'avoir la main mise sur les modems et puis d'arrêter de donner de l'argent à Qualcomm. Troisième info ou rumeur. Alors ça, c'est la décision européenne donc, qui est tombée cette semaine. Donc Apple va être forcé d'ouvrir l'App Store, d'ouvrir en fait à des App Store tiers son iPhone. Par contre, iMessage échappe pour l'instant au principe d'universalité, tu vois, de devoir être compatible avec d'autres systèmes. Mais c'est à l'étude. Donc Apple a fait une espèce d'objection et ils étudient son cas. Mais on devrait avoir donc des App Store peut-être d'ici l'année prochaine. Ça peut arriver vite quand même. Je pense qu'il y a pas mal de boîtes qui doivent déjà plancher sur le sujet. C'est-à-dire que, mais c'est pas encore du slide loading. Non, mais ça revient un peu à ça finalement. Il faudra quand même toujours passer par un App Store. On ne pourra pas installer une application d'un site tiers. De toute façon, je pense que de toute façon, ils vont verrouiller le développement, à mon avis. Même sur les App Store tiers, je suis pas sûr que tu pourras faire vraiment ce que tu veux. Mais après, c'est toujours pareil. Hein, c'est si l'Europe est compétente pour arriver à aller dans les détails de tout ça, tu vois. Ouais, en tout cas, c'est totalement incompétent, ça c'est sûr. Mais à la fois, c'est aussi une bonne chose pour les consommateurs. Je crois pas. Ou les éditeurs, en tout cas, qui ne voulaient pas verser la dîme à Apple. Par contre, c'est vrai en termes de sécurité. Qu'en pense le développeur Christophe Degramme? Mais quand tu vois sur Android ce qui se passe, finalement, les gens ils vont quand même sur le store Android. Store principal. Christophe, une opinion ou pas? Oui, du point de vue du développement, je pense que la diversité a du sens d'un certain point de vue, à condition que, à la seule et unique condition qu'effectivement une qualité en fait technologique soit conservée, ce que fait très bien Apple aujourd'hui. Donc, ce serait vraiment dommage d'avoir un Apple Store un Apple Store de quelqu'un d'autre qui viendrait sur l'iPhone par exemple et qui serait juste immonde avec aucun contrôle de la nudité, etc. Je pense que ça c'est vraiment à éviter. Sinon, c'est vrai que c'est sympa parce que du coup en fait on peut avoir éventuellement une nouvelle relation commerciale avec une autre entreprise que Apple qui éventuellement accepterait peut-être de ne pas taxer les développeurs de 30 ou de 15%. Quoi. Au moins. Imagine ceux qui ont fait le procès et qui, à juste titre ou pas, Spotify, tous se regrouper, en créer un. C'est à l'origine de tout ça. Bien sûr, je sais bien, mais en créer un, parce que là, ça serait quelque chose avec des fondations solides. Ouais. T'imagines? Et il y en a plein qui sortiraient, Netflix, tout cela sortiront. Tu verrais.
Oui, parce qu'eux, ils ont des garanties, une taille bien critique sûr. qui permettent de Bien garantir une sûr. qualité et une Bah sécurité. oui. Et donc tu vois dans le truc, donc s'ils s'associent ces gros-là, Je pense qu'il faut qu'on en Epic fasse une Games, émission à cherchez le ce nom. sujet-là. ouais, bien sûr. Mais s'ils Mais c'est- piquent, ouais. tout cela C'est sort. un sujet complexe, hein. C'est Bien sûr. pas un C'est pour sujet ça. simple. Hein. Ah, bien Est-ce sûr. que, ce Nous, que t'es- ce que nous, Stéphane, nous, effectivement, Européens, on le traite par législation. Quoi. Oui. Mais ce que Et puis, le droit du consommateur. moi aujourd'hui, là où je suis content, c'est que mon iPhone, tu vois, je l'ai mis entre les mains de mon fils, tout est verrouillé, quoi. Il a, j'ai le contrôle parental, j'ai le truc. Enfin, tu vois, les Android, c'est des passoires, quoi. Les gamins, ils installent ce qu'ils veulent, ils contournent tout. Tu vois ce que je veux dire? C'est comprends. ce côté écosystème sécurisé, protégé, C'est avec l'argument des d'Apple. applications de qualité. Moi, ça me va. J'ai pas envie. Tu vois, et en fait, l'Europe dit ah oui, pour le bien du consommateur, pour interdire Apple. En fait, c'est juste, on veut combattre cette espèce de vision de la Non, pieuvre Apple. Non, mais on peut comprendre aussi que l'Europe se dise bon, c'est bien de faire un App Store parce que vous voulez garantir une sécurité, une intégrité, contrôler les contenus à vos utilisateurs. Mais quand l'App Store est sorti, l'iPhone se vendait à quelques centaines de milliers, voire à 1 million d'exemplaires. Aujourd'hui, c'est un tiers, voire plus de la majorité des parts de marché aux États-Unis. Et la question, c'est est-ce qu'il n'y a pas un abus de position dominante? Et on le voit chez la. Si je peux, ouais. Oui, Si- c'est un vrai si je peux me problème. permettre, Oui, Christophe. de toute façon, un nouveau store d'applications va être une application. Et pour pouvoir publier son application chez Apple, Ou un c'est sûr et site. certain qu'il va y avoir un contrôle de qualité. Ou bien Non, évidemment. le seul point positif, et je te donne, ça sera ma conclusion. Oui, je parce vois qu'on- un seul point On a positif. beaucoup à dire sur c'est les que iPhones. Je suis contre les situations de monopole. Donc, on ne vienne pas me dire que je suis pour le monopole, parce que là, on va dire. Je t'ai dit, je te dis la donc, je dis position juste, de la laisse-moi Commission finir. européenne. Ouais. Je dis juste que je déteste ces situations, je suis pour la liberté. Donc, dans l'absolu, ma philosophie intrinsèque voudrait que ce soit ouvert. Maintenant, je pense qu'on se trompe dans la philosophie Apple. La philosophie Apple a toujours été quand même de protéger le consommateur et ça. Le seul point positif Ils en que ont je aussi vois à ça. profité. Oui, ils ont toujours abusé même. Le seul point positif, c'est que je me dis, s'ils se font un petit tillet, ils sont capables de nous sortir un meilleur Apple Store. Ce qui, dans l'absolu, risque d'avoir des conséquences encore plus négatives pour les autres, parce qu'ils vont être challengés et donc ils vont devoir faire mieux. Et s'ils font mieux, ils vont Ben voilà. tuer les autres. Donc c'est très bien. Je pondère ce qu'a dit mon cher voisin de droite et je sais que ça va faire abîmer les oreilles de notre cher Christophe. Allez, Mais sur le- montre-nous ton nouvelle Galaxy. sur le Play Store, quand on veut installer une appli ou quand vos enfants essayent d'installer une appli, vous avez la liste des téléphones qui sont comme l'équivalent de notre partage familial. Oui. Et donc, si on veut, par exemple, que Discord, que je viens d'installer sur cet appareil-là, ne soit pas installé sur un des appareils Android de la famille, pour X raison, là, il y a la possibilité de C'est ça. bien fait. Ou alors, de Sauf pas... si tu vas sur un autre store. Store, Internet. exactement. Voilà. Et Donc, c'est ce que c'est ça. disait Christophe. Et c'est pour ça C'est ce que que tu disais, c'est plutôt bien fait. C'est plutôt bien fait sur Android. Allez, on parle un petit peu de Mac, Didier. On reviendra sur ce sujet lors d'une Oui. émission. De quoi Et faire d'ailleurs, moins tu une heure. vois, on en discutait, je ne sais plus avec qui, peut-être Damien Douani, il n'y a pas très longtemps, on Je connais pas. disait Je connais- quand même je c'est connais pas. dommage Celui que avec le qui tu MacBook partages Air des de repas l'époque à bord pas de cher, l'eau, là, hein. celui que tu arrivais à acheter à 700 euros, n'existe plus. Et Apple, peut-être, serait en train de réfléchir à une espèce de MacBook pas cher. Surtout maintenant qu'ils ont leur propre puce, tout ça, tu te dis, ils pourraient réutiliser un design de MacBook 12 pouces par exemple, pour contrer aussi les Chromebooks qui ont un certain succès, notamment aux États-Unis. Donc ça pourrait être une super nouvelle, je ne sais pas ce que vous en pensez. Donc une machine un Moi, peu je moins suis très puissante, à un prix un peu agressif, comme l'iPhone SE en fait. Moi, j'ai quand même un doute, Didier, parce que quand tu regardes les stats de vente en 2020, fin 2022 des Chromebooks, c'est la catastrophe. C'est genre moins 17% ou moins 21%, je ne sais plus, chez HP. C'est la catastrophe, en fait. Mais le Mac non plus. Hein, C'est sûr, mais pas par non contre, tu as plus toujours les un iPhones. marché sur l'entrée de gamme de toute façon. Donc, Allez, après Tout à le fait. Mac, l'iPad, les amis. Alors cette année, justement, pas d'iPad. Voilà, donc on sera un petit peu en vacances en octobre. On aura peut-être des iMac, peut-être des Mac mini, peut-être du M3, mais on ne devrait pas avoir de nouveaux iPads. Par contre, il y aurait peut-être un vrai nouvel iPad Pro l'an prochain. Alors quand j'ai regardé les rumeurs, qu'est-ce qui avait l'air nouveau? Ils auraient changé le trackpad du clavier. Bon, Waouh. Voilà. Pas d'écran OLED pour l'instant. Hein, c'est ce qu'on attend. Écran OLED l'année prochaine, a priori, 2024. peut-être. Merci toute la beaucoup gamme Didier, d'iPad. on se retrouve dès la semaine prochaine pour un nouveau busomètre. L'iPhone 15, c'était évidemment un sujet brûlant tout au long de l'été en termes de rumeurs, et notamment l'iPhone 15 Ultra qui est apparu sur les téléscripteurs. Serait-il le One More Thing de cet Apple Event? C'est l'objet d'ailleurs de notre second sondage. Regardez, Apple s'apprête à lancer l'iPhone 15 et une nouvelle déclinaison baptisée Ultra. Approuvez-vous la stratégie de monter en gamme de la pomme? Parce que l'idée, c'est de monter encore en gamme. Et vous étiez 18,4% à répondre oui, j'investis pour 3 ou 4 ans, voilà qui est intéressant. 12,8 oui, il faut un modèle plus pro,
Là, on va en parler avec Didier, 12,8%. Et enfin, une large majorité à répondre non. La gamme est trop complexe, 21,5%. Il y a trop de modèles, trop de configurations, avec des prix qui se croisent et c'est très difficile de faire son choix. Et enfin, non, car c'est trop cher. Large majorité, presque plus de 50%, 47,3%, qui trouvent que la politique d'Apple est trop élitiste. Qu'en pensez-vous de cette stratégie, messieurs, pour aller brièvement de votre côté, la volonté d'Apple de monter sans cesse en gamme? Christophe, je te vois acquiescer, je t'en prie. Oui, moi je pense en fait que si jamais iPhone Ultra il y a, ça pourrait être ce que l'iPhone Pro n'a jamais été, tu vois. Donc moi je vois un peu l'iPhone Ultra comme l'iPhone de ceux qui veulent faire de la vidéo en pleine nature, qui ont besoin d'une certaine résistance de batterie, etc. Donc je vois pas ça trop, enfin c'est une montée en gamme, oui, mais en même temps c'est un usage différent. Donc ça pourrait être ça, pourquoi pas. Au-delà du modèle en lui-même qui peut se justifier par les usages, le prix va monter. Est-ce que vous trouvez justifié que Apple soit de plus en plus élitiste dans sa tarification? Brièvement, allez, Laurent. Les téléphones aujourd'hui, les téléphones Apple et de tous les smartphones du haut de gamme, les Samsung, tout ça sont non subventionnés. On avait la discussion avec Stéphane tout à l'heure. Sont très chers, sont trop chers. Tu vois, ils sont. Alors qu'aux États-Unis, ils sont subventionnés. Donc le prix passe mieux aux États-Unis qu'en Europe. Je dis juste que aujourd'hui, on est certain que c'est trop cher. Il n'y a pas de doute là-dessus. Quand tu vois un téléphone à 1 400 € et que le salaire médian en France c'est 1 800 € ou 2 200 €, entre trucs. 14 Pro, c'est à peu près 1 500 €. Ouais, tu vois, tu te dis, t'imagines un peu. On est sur bien au-delà. Hein. Oui, tu imagines. Maintenant, ce qu'il faut voir, c'est que Apple, il y a eu une vague d'inflation partout dans le monde. Finalement, le paradoxe, c'est que proportionnellement par rapport à l'inflation, le prix risque de sortir et d'être inférieur à l'inflation. On va voir à combien il sort. Mais tu vois, par rapport à l'augmentation récurrente qu'ils ont fait sur les années passées, marginalement, ce truc. Donc, on pourra crier que ça sera trop cher, encore une fois, et on aura raison. Mais... Alors regarde, justement, les gens crient tous, de manière générale, c'est le nom. J'en ai sélectionné j'ai fait un florilège, mais énormément de réactions sur le prix d'Apple. De Vladimir Plavak, trop complexe, la gamme d'Apple est trop chère, ça commence à devenir ridicule. De David, non, trop cher, du moment qu'Apple propose un modèle 15 Plus, 15 Pro, qu'est-ce que ça peut faire qu'il existe encore un autre modèle ultra premium, quel que soit son prix? Lorient Martin, regardez, je comprends qu'il soit obligé de créer un nouveau référentiel haut de gamme. Le Pro est trop traité comme un standard chez Apple, notamment avec les MacBook Pro, ce qui n'est pas faux. On l'a vu aussi avec l'iPad, ou même avec les casques, les AirPods Pro. Il faut un ultra pour le premium, mais là, ça devient tout de même très cher. Et puis enfin, NEM 95, le prix des iPhones haut de gamme est déjà très élevé et augmente d'année en année alors que les évolutions matérielles à chaque fois minimes et ne le justifient plus. Voilà qui est dit. Et enfin, réaction de Kalitov sur Twitter, trop cher, le sondage va dans ce sens et pourtant le haut de gamme ne s'est jamais aussi bien. Il a raison, il dit bien, paradoxe. Regardez, la politique de montée en gamme d'Apple semble gagnante. Regardez cette étude menée par le cabinet Omdia qui estime qu'Apple aurait écoulé en 2023, sur les 6 premiers mois, 26,5 millions d'iPhone 14 Pro Max, ce qui ferait de ce modèle haut de gamme facturé près de 1 500 € le smartphone le plus vendu au monde. 1 500 € le ticket d'entrée. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est que Apple monte en gamme. Regardez deuxième, l'iPhone 14 Pro, qui serait vendu également à quelques exemplaires. Troisième, l'iPhone 14, suivi de l'iPhone 13. Bref, les iPhones occupent les 4 premières places des modèles les plus vendus dans le monde. Le cinquième, c'est Samsung avec un Galaxy A14, 12,4 millions. Qui n'est pas le haut de gamme. Et le A14, il est vendu 200 €, même moins aujourd'hui. Ouais. Non, mais c'est pas le haut de gamme, il devrait en vendre plus. Donc, c'est le Ultra qui devrait être vendu. Et il est vendu moins cher. Donc on comprend qu'Apple soit tenté de monter encore en gamme parce qu'aujourd'hui, les gens semblent changer d'habitude, ne plus acheter des téléphones jetables, mais les garder plus longtemps. Jetables, non. Apple... Tu gardes pas 4 ans un téléphone à 200 €, à part un enfant, franchement. Un enfant, il casse avant, donc 200 €. Passons. 4 ans, un enfant, t'es ambitieux, toi. Ouais, on n'a pas les mêmes enfants. Mais donc, dans ce qu'il faut voir, c'est Apple a un prisme déformant qui s'appelle le marché local.
Oui. Donc Apple, une grosse partie de son comportement est liée au marché son marché national, c'est-à-dire les États-Unis. Et aux États-Unis, aujourd'hui, la marque dominante, c'est pas comme ailleurs dans le monde, c'est un pays avec une certaine richesse et c'est l'iPhone. Il n'y a pas de Chinois. Non, mais il y a plus de Chinois, les Huawei et tout ça. Et donc, le seul qui vient un peu titiller Apple, c'est Samsung. Et c'est léger. C'est-à-dire qu'Apple, c'est 60% du marché. C'est énorme. Donc, ce qui est énorme par rapport au reste du monde. Tu vois, en France, on n'est pas du tout à 60% en France. Donc, ils ont ce prisme totalement déformant de leur marché national, local, et qui fait qu'ils prennent des décisions, malgré tout, pour leur propre marché. Et ensuite, ils l'imposent au reste du monde. Donc, tant que ça marche chez eux, ils s'en foutent. Et ils ont une politique différente, par exemple, pour la Chine et tout ça. Et en fait, ils ont des téléphones qui sont même pas les mêmes. Ils ont des téléphones avec 2 cartes SIM physiques. Tu vois, donc ils s'adaptent. Ils en parlent pas, quoi. C'est un marché parce qu'il y a du volume sur la Chine, mais le marché sur lequel ils se focalisent et trucs. Et ensuite, nous, en Europe, ils nous imposent, le reste du monde, hors Chine, ils nous imposent la vision américaine. Alors, regardez cette réaction de François SLN sur Twitter. Sur X, et oui, parce que pendant l'été, ça a changé. Qu'est-ce qui va vraiment apporter un Ultra, hormis 1 ou 2 fonctions supplémentaires et sûrement pas indispensables? C'est sûrement et surtout un prétexte pour vendre un iPhone encore plus cher. Et comme ce sont ceux qui se vendent le mieux, et oui, ils auraient tort de se priver. C'est très bien résumé. Au-delà, que cache l'iPhone 15 Ultra? Comment le différencier des modèles Pro? On en parle après ce jingle. Je voudrais juste que tu m'autorises à répondre au Twittos. Alors, on va dire ce qu'on va dire au Xos. C'est bizarre, hein, ouais, c'est n'importe quoi. Mais juste, notre ami Fred Crassa a publié aujourd'hui une publication sur LinkedIn où il me posait la question en disant qu'en pense Laurent, et j'ai répondu. J'ai dit, je pense qu'aujourd'hui, il va y avoir 3 choses dans ce nouvel iPhone. Oui. Il va y avoir les évolutions incrémentales classiques, ce dont on a parlé, c'est-à-dire... On va en parler. Un classique, mais c'était bien ce qu'il dit. Qu'est-ce qui va sortir? Je pense qu'il y a 3, les incrémentales. La deuxième chose, c'est qu'ils vont sortir ces nouveautés. On va parler du bouton Action Button, et sûrement une surprise ou 2. Quelque chose qu'on n'aura pas vu et qui vont faire mieux que les autres. Et donc voilà. Alors, quelle piste justement pour l'iPhone 15 Ultra, pour le différencier du reste de la gamme? Parce que si c'est juste Ultra dessus, l'année dernière, ils ont sorti une Apple Watch, elle était Ultra. On voit vite la différence par rapport à l'Apple Watch de Laurent. Il est très jaloux, croyez-moi. Alors, Apple va-t-elle casser son design à l'instar de l'Apple Watch? On l'a dit, qui tranchait avec une version précédente. Votre avis? Allez, peut-être Didier et Christophe? Est-ce qu'ils vont faire un écran plus grand? Est-ce qu'il y a une version? Oui, c'est ça. Moi, je pense que l'approche, tu vois, dont je parlais il y a quelques minutes, cette approche d'avoir une version un peu baroudeuse, comme l'Apple Watch Ultra, ça aurait beaucoup de sens. Tu peux l'avoir en fait sur ton stabiliseur, le balader à droite et à gauche, le déposer en forêt, etc. Enfin, Apple a toujours vendu plus qu'un produit. Ils ont vendu en fait, ils vendent toujours plutôt ce que tu te projettes en fait comme usage pour le produit. Et effectivement, aujourd'hui, vendre des images en forêt ou bien dans l'eau, etc. Ça, c'est très vendeur en fait. Donc, je vois bien cette version baroudeuse, un petit peu plus protégée quelque part en fait. Je sais plus lequel d'entre nous disait sur le WhatsApp d'ORLM qu'il rêve d'avoir un iPhone. Je pense que c'est pas Laurent, je sais pas, qui rêve d'un iPhone qui ne nécessite plus une protection autour du smartphone. Ce sera peut-être celle-là, je sais pas. Et Didier aussi, notamment, tu as publié un papier où tu disais que tu rêvais vraiment d'une fonction, d'une version tout-terrain pour les tournages dans des conditions optimales, Didier. Oui. Alors, en fait, je trouve que l'iPhone est un produit de plus en plus professionnel, en tout cas utilisé par les pros. Et par exemple, cet été, on a tourné des vidéos 100% à l'iPhone, en greffant des micros, en mettant une petite cage dessus, enfin, un peu à la BFM Paris, là. Et d'ailleurs, il y a les chaînes de télé qui s'y mettent, il y a énormément de médias qui se mettent à l'iPhone, et c'est bluffant. Enfin, vraiment, ce que tu peux faire avec l'iPhone aujourd'hui est bluffant. Mais c'est aussi un produit qui est très frustrant. Là, par exemple, cet été, je l'ai noyé sans faire exprès. Tu vois, je l'avais dans la poche de mon maillot de bain, et il est resté dans l'eau 5 minutes, et il a pris l'eau. Et je me dis quand même, on te le vend un peu robuste comme ça, on te le vend pour être utilisé pour faire des images, on te le vend pour aller faire de la randonnée, mais le produit en lui-même n'est pas robuste. Donc il faudrait c'est pas forcément une coque, mais c'est revoir vraiment la conception, comme ils ont fait avec l'Apple Watch, pour que ce soit un vrai produit utilisable par des pros dans des situations pro, sans forcément lui mettre tout un tas d'attirails autour.
Tu vois, pour brancher un micro, avoir du retour son, tout ça, c'est un petit peu galère aujourd'hui. Alors, je sais pas s'ils vont s'intéresser à ça. Ils peuvent pas tout mettre non plus dessus. Mais ne serait-ce que d'avoir une espèce d'enveloppe déjà un petit peu plus costaud que ce qu'on a actuellement, ce serait vachement bien. Donc toi, s'ils sortent un Ultra demain, ou même Christophe, il faut qu'il y ait une différenciation notable, physique, taille de l'écran, matière, j'en sais rien. La seule Oui, modification... même le stockage. Ouais. Alors, pour l'instant, au niveau des mock-ups, on n'a rien vu. Bah oui. Ces fameuses maquettes qui circulent de Chine, qui permettent de construire à l'avance, chez les fabricants de housses, des coques à l'avance. La seule modification notable de design qu'on a notée, elle n'est pas forcément réservée, en tout cas en apparence, à l'iPhone Ultra, mais à l'iPhone 15 Pro, avec la disparition de l'interrupteur pour couper la sonnette, situé au-dessus du bouton, du volume. Et à la place, donc, on aurait l'apparition d'un bouton action, comme sur mon Apple Watch ici, qui permettrait notamment de prendre une photo, d'assurer la mise au point ou de le programmer un peu comme on voudrait. Et il y a des mock-ups qui circulent, il y a quelques images qu'on peut éventuellement vous montrer, parce qu'on en a prévu quelques-unes. Ça, c'est pas forcément réservé à l'Apple Watch Ultra, on est bien d'accord. L'iPhone. Pardonnez-moi, à l'iPhone Ultra. Je suis. Ce serait plutôt pour l'iPhone 15, en général. Mais oui, 15 Pro. C'est pour ça que moi, je pense que tout le monde s'excite, etc. Mais il y a deux trucs. Bon, là, moi, déjà, je pense, à mon humble avis, qu'il y aura 4 modèles comme chaque année. Oui, le 15, le 15, le 15 Plus, le 15 Pro, le 15 Ultra. Le seul truc qui me chiffonne, c'est que Ultra, c'est utilisé par le principal concurrent sud-coréen pour le modèle premium. Ouais. Je trouve que c'est ce nom-là, et en fait, ça ne leur ressemble pas, en fait, prendre un nom. Je pense peut-être qu'il y aura 4 noms, et on pourrait bien définir le truc. Mais, pour toi, l'Ultra remplacerait le Pro Max. Oui. Il y aurait 4. Par contre, c'est vrai que c'est quand même fou de prendre le nom de Samsung, quoi. Bah oui, c'est ça. La dénomination. Pour l'Apple Watch, c'est déjà Ultra. Hein. Oui, mais c'est l'Apple Watch. C'est l'Apple Watch. Les Apple, tu vois bien qu'il décline. L'Apple Watch, les Watch de Samsung, c'est les classiques et pro. Ouais. La seule chose qu'on a vu fuiter également et qui était à peu près confirmée par tous les leakers, Didier, c'est qui serait visible, mais si on l'allume, on ne le voit pas sur les mock-ups parce qu'il n'y a pas d'écran sur les mock-ups, c'est du vert. C'est la réduction des bordures. Bon, ça, il serait temps, parce que quand tu vois les Android maintenant par rapport à l'iPhone, c'est vrai que c'est un peu. Même l'écran n'est pas si grand sur les iPhones. Mais ce ne serait pas réservé à l'Ultra. Là, on voit 2 tailles d'écran. A priori, c'est tous les modèles Pro qui seraient équipés comme ça. Hein. Oui, tout à fait. Mais juste pour revenir sur cette histoire de boutons, moi je pense qu'ils font un peu comme Tesla. Je pense qu'ils font l'erreur du siècle en supprimant le fait de pouvoir le mettre d'enlever la sonnerie avec juste un petit bouton. C'est quasiment le seul téléphone depuis le début qui avait ce truc super pratique où en 2 secondes tu le mets en mode vibreur. Et si vraiment ils remplacent ça par un bouton action qui... Tu vois, moi par exemple, on fait de la vidéo, ce serait génial d'avoir un autre bouton pour tout de suite pouvoir filmer sans aller dans les menus avec tes mains mouillées, machin. Donc ça, je trouverais ça super. Mais si c'est au détriment de ça, je trouve que c'est vraiment très dommage. Alors, on s'en sortira toujours, mais le minimalisme n'est pas toujours bon pour l'ergonomie, quoi. Ouais. Non, en même temps, ce bouton basculant, je trouve qu'il n'est pas super sympa à utiliser. Tu dois glisser ton ongle la plupart du temps pour le faire basculer. Il est pas d'un usage... c'est pas trivial de l'utiliser, je trouve. Ouais. Vous vous rappelez qu'il était dans l'autre sens au départ. Ils ont changé le sens, effectivement. Ouais, c'était un truc qui montait. Alors, est-ce qu'il n'y aurait pas une piste du côté des matériaux? On a vu monter en puissance depuis le mois de juin une rumeur sur l'arrivée d'une nouvelle version de l'iPhone équipée de titane. Est-ce que ce ne serait pas ça, l'iPhone Ultra, les amis? Ah si, ce serait bien, d'ailleurs. Le titane, c'est vraiment c'est ce qu'il nous faut. On voit l'image de 9 to 5 Mac. Mais le titane ne serait pas partout, on est bien d'accord. Hein, ce serait que les bordures. C'est pas vraiment un élément différenciant fort comme ça à première œil. En fait, Didier me le confirmera parce que c'est quand même une encyclopédie. Là, on est quand même une année où on est censé avoir le nouveau form factor. C'est tous les 3 ans normalement. C'est 3 ans. Donc ça fait 3 ans qu'on n'a pas changé. Donc c'est une année de form factor. Et donc ce serait quand même peut-être le form factor serait peut-être la matière. Et le changement. Il y avait quelques rumeurs qui disaient que l'iPhone 15 aurait les bords un peu plus arrondis. Oui. La version Max. Il y avait une rumeur qui disait que l'iPhone 15 serait plat en haut et arrondi au-dessous, un peu comme les MacBook Pro. Oui.
Mais vu les coques qu'on a vues, Je pense qu'ils ont fait plein de prototypes et ils sont restés là-dessus. oui. Je pense qu'ils vont nous avoir comme d'habitude. Donc sinon, alors, chose importante, on n'a pas beaucoup parlé de l'iPhone 15. Lui, l'iPhone 15 hériterait de la Dynamic Island, dans la version non pro. Hein. Et au niveau des couleurs, on aurait du bleu foncé. Voilà, on la voit, la Dynamic Island, qui était le One More Thing de l'année dernière qu'on n'a pas vu venir. Effectivement, c'était ça la fonction cachée avec la fonction satellite, qui était vraiment la fonction star et qui était une des éléments clés de l'affiche. Hein. Il y a beaucoup d'éléments dans les affiches, dans les cartons d'invitation d'Apple. On en parlera mardi. Vous allez voir, on va tout décrypter et ressortir toutes les affiches jusqu'aux Apple Event d'il y a presque 20 ans. Au niveau des couleurs, donc on aurait pour les iPhone Pro, 15 Pro et 15 Pro Max, et on verra pour l'Ultra, du bleu foncé, du gris argent, du noir et du titane. Et pour les 15 et 15 Plus que vous voyez là, c'est un peu la surprise, c'est plutôt sobre, hein, trop peut-être, avec du noir, du blanc, du jaune, du bleu et du rose. Il n'y a pas forcément énormément de... ça pète pas. Alors, la dernière piste qu'on pourrait imaginer, peut-être Didier, c'est, voilà, vous cherchez une version pour la vidéo, on vous la met en titane, elle est ultra boostée avec le maximum de mémoire, le maximum de RAM, et évidemment la fameuse puce nouvelle génération qu'on attend, qui serait la première puce du marché, gravée à 3 nanomètres contre 5 cette année, Didier. Oui, c'est possible qu'il le fasse. Moi, j'y crois beaucoup. D'autant que, justement, quand tu as un usage pro, en fait, le téléphone, il surchauffe quand même pas mal. Enfin, quand tu fais de la vidéo, là, toute la journée, au bout d'un moment, alors il s'arrête jamais. L'avantage, c'est par rapport à certaines caméras et tout, il marche toujours. Mais des fois, il est vraiment inutilisable en dehors de la vidéo. Donc, ce serait assez bien. Alors, je sais pas si le titane est meilleur ou pas pour la dissipation thermique. Je suis pas forcément persuadé. Donc, c'est peut-être pour ça qu'il n'y en aurait pas forcément partout. Mais tu vois, moi, je serais même pas contre une version un peu plus grosse pour justement que, je sais pas, bon, peut-être pas avec un ventilateur ou quelque chose comme ça, mais avec peut-être un système de petits radiateurs un peu plus efficace, par exemple, pour les refroidir. Et puis, on parlait aussi qu'il soit boosté en stockage, parce que quand tu filmes maintenant avec le mode cinématique ou en 4K 60, ou peut-être en 8K, on ne sait pas cette année, il faut de la place. Moi, j'avoue, nous, on filme beaucoup à l'iPhone et 1 Tera, c'est pas tant que ça quand tu fais de la vidéo. Hein, les cartes SD et tout, maintenant, t'en as des pelletés pour vraiment pas cher. Donc, ça pourrait être une piste aussi, effectivement, sur ce genre d'appareil. Mais c'est pas impossible qu'Apple cible quand même la vidéo. Aujourd'hui, ça devient une sacrée caméra, l'iPhone, l'air de rien. Donc, 2 Tera de mémoire SSD, 256 Go pour la version de base. Donc là, on pourrait monter jusqu'à 2 Tera pour l'Ultra. 8 Go de RAM contre 6 l'année dernière. Une puce gravée à 3 nanomètres, mais je pense qu'ils ne vont pas la réserver qu'à l'Ultra, à l'ensemble des iPhone 15 Pro. La puce, oui. juste, ils auraient loqué un contrat avec TSMC, qui est leur fabricant, ce qui fait que ça serait les seuls au monde à pouvoir le faire. Aux grandes dames de Nvidia. Aux grandes dames de Nvidia. Et surtout, ça veut dire que les autres, c'est pas avant 2024 qu'il y a une usine. Samsung est en train de faire une usine 3 nanomètres et ils ont énormément de problèmes. Énormément de déchets. Ouais, de déchets. Donc ils auraient un avantage, entre guillemets, concurrentiel énorme sur ce sujet-là. Et si, comme le soulignait Stéphane, l'Ultra remplaçait simplement l'iPhone Pro Max, avec comme élément de différenciation tout simplement la fonction photo. Et ça, on est quasiment sûr, et tout le monde nous l'annonce, l'arrivée d'un vrai zoom périscopique. On fait le point. Stéphane, enfin, un zoom télescopique, c'était le principal manque de l'iPhone par rapport à la concurrence que nous pointions du doigt dans quasiment chaque émission. Oui, chaque émission, mais bon, c'est vrai qu'il n'y avait pas beaucoup d'usage à part prendre la photo de la Lune ou faire d'autres choses, mais c'est vrai. C'est quand même pratique d'avoir un vrai zoom. C'est vrai, mais c'est vrai qu'on n'a jamais compris pourquoi ils étaient assez frileux sur le sujet. Et là, en gros, le téléobjectif pour revenir sur ça, donc le téléobjectif des modèles des iPhone 14 n'offre qu'un zoom optique de 3 et un zoom numérique de x15. Là, donc on sait qu'Apple est en retard. Et comme donc là, on l'avait illustré dans notre émission sur le Galaxy S22, même S23, qui dispose lui d'un zoom optique de x10 et un zoom numérique x100. Donc là, on aurait potentiellement, Apple pourrait opter donc pour un zoom optique x5. Il y aurait également un module spécial qui est apparu l'année dernière de 48 millions de pixels qui lui arriverait sur tous les modèles, les modèles 15 le 15 et le 15 Plus également. Donc voilà, donc c'est plutôt une bonne nouvelle Mais en fait, on l'avait dit dans les émissions, de toute façon, c'est une question maintenant de goût. Il y a quasiment plus de différence quand on prend des photos normales. C'est juste quand on veut faire maintenant des petites choses,
comme prendre les photos de la Lune. Là, c'était la Blue Moon il y a quelques jours de cela. Je me suis amusé à le faire sur les différents téléphones. Sur l'iPhone, c'était vraiment pas terrible. Ouais. Et on parle beaucoup d'un nouveau capteur. On a beaucoup parlé cet été, Didier, Christophe ou même Laurent, un capteur photo Sony qui offrait une vraie valeur ajoutée à l'iPhone et Apple aurait réservé toute la production, aurait acheté toute la production, les amis. On a des infos là-dessus ? Ce serait un capteur qui serait en fait basé sur qui permettrait en fait de doubler le signal de saturation au niveau de chaque pixel. Donc ça réduit les effets de surexposition et de sous-exposition. Mais en me renseignant sur le sujet, je me suis aperçu aussi que malgré tout, il y a un prix à payer qui est que par exemple les coloris en fait fluo et ce genre de choses vraiment en fait ne sont pas aussi vives avec ce genre de capteurs. Donc à voir en fait ce que ça va nous apporter réellement, et peut-être qu'un peu d'intelligence artificielle va corriger le tir pour les couleurs très vives. Et la dernière inconnue, Didier, c'est qu'on a annoncé également qu'Apple avait des difficultés, Sony avait des difficultés à produire ce capteur, et que ça contraindrait Apple à retarder la sortie des versions Pro et particulièrement du Max. Mais ouais, on l'a déjà vu, qui décale un petit peu les sorties. Il y a quand même un truc qu'on n'a pas relevé, c'est que sur l'iPhone 15 de base, le fait d'avoir le 48 mégas, ça apportera un zoom à un iPhone non pro. Ouais. Puisqu'en fait, Apple te fait toujours des images de 8 mégapixels, mais tu peux zoomer dans le capteur, donc sans perte. Numérique, tu as raison. Non, mais c'est du numérique sans perte, parce qu'en Bien fait, sûr. Il ne te donne pas l'image full résolution sur le 48 mégas. Donc ce serait pas mal quand même d'avoir ça, et je pense que sur la version Pro, il pourrait même se passer du zoom x3 finalement et le remplacer par le périscopique pour garder 3 objectifs et pas forcément en mettre 4 ou 5 là. Et ça pourrait être suffisant, puisqu'en fait le x2, souvent la plupart du temps, il est suffisant, quoi. Et on a vu effectivement une image passer du conduit, de l'objectif, du téléobjectif. C'était dans un Galaxy Note. On a vu l'image tout à l'heure. C'est pas simple à loger, donc il faut quand même un iPhone assez grand. On va voir si Apple va le généraliser, le garder que pour le Pro Max ou pour l'Ultra. On a la réponse dès mardi. Regardez cette réaction de Julien Serre sur X. Je ne veux pas d'une pelle à tarte dans la poche, mais je veux les dernières innovations photo, et Apple ne laisse pas le choix aux consommateurs. Jusqu'à maintenant, si vous vouliez un appareil pour filmer et avec les dernières innovations, il fallait prendre l'iPhone Pro Max. Autre réaction de Christian Lugo, official. Bonsoir l'équipe, on ne parle plus dans les rumeurs de l'abandon de la SIM physique sur l'iPhone 15 Pro Max. Il faut savoir qu'aux États-Unis, effectivement, il n'y a plus de carte SIM, alors qu'en Europe et dans le reste du monde, c'est encore le cas. Elle se reportait à l'an prochain comme les boutons virtuels. Grand merci à toute l'équipe d'ORLM et à mardi pour la keynote. À mardi, merci de nous soutenir. Oui. C'est une vraie question qu'on peut se poser. Est-ce que les opérateurs, on sait qu'Apple, il peut mettre autour de la table tous les opérateurs américains, ils couvrent 250 voire 300 millions d'habitants. En Europe, c'est un peu plus compliqué. Il y a plus d'opérateurs, et même dans tous les continents, mais ce qui est juste utile pour la SIM, l'eSIM, c'est qu'on aura un vrai téléphone étanche, et donc Didier n'aura plus de problème de petits accidents, en tout cas je ne le pense pas. Précisons que Apple insiste sur le fait, à chaque keynote, vous verrez encore mardi, que leur téléphone est étanche au sens de la norme protection de l'eau, mais elle n'est pas garantie contre des problèmes d'étanchéité. Voilà. Tu en as été victime. Juste pour la carte SIM, justement quand j'ai eu mon problème d'eau, là, j'en ai fait plusieurs articles, la eSIM que j'avais chez Orange m'a posé beaucoup de soucis, parce que en fait aujourd'hui, si tu es à l'étranger et que ton téléphone se noie, c'est très compliqué de ravoir une eSIM de ton opérateur. En gros, il faut passer par une carte SIM. Ouais. Et ça, tu peux le faire que dans ton pays. Et du coup, je comprends pas que les opérateurs aient pas une obligation de pouvoir bypasser ce truc. Ça dépend de ton opérateur, Didier. Oui, ça dépend de l'opérateur. En fait, l'opérateur, c'est que il y a certains opérateurs. Moi, comme je collectionne les eSIM aussi, donc je peux te dire un peu comment ça peut se passer chez certains. Quand tu supprimes ton eSIM, ou quand elle est plus en activité, elle est régénérée, on te renvoie un mail avec un QR code pour la régénérer. C'est-à-dire que tu n'es plus obligé d'avoir ça. Bien sûr, il y a tout un tas d'authentifications qui sont faites, mais en tout cas, il y a des choses qui sont faites. Donc certains workflows sont plus ou moins bien faits. Malheureusement, visiblement, tu as connu une mauvaise aventure cet été, et c'est comme ça. Mais je sais qu'à l'étranger, c'est plus compliqué dans ces cas-là. Mais c'est vrai que la disparition de la SIM est quelque chose de programmé. C'est aussi bien pour l'environnement, parce que quand même, c'est du plastique. Tout ça, ça doit disparaître. Et c'est mieux d'avoir des choses en version électronique que ces plastiques-là qui sont créés et qui sont envoyés. Et je pense que c'est quasiment c'est le sens de l'histoire. Par contre, ça n'arrive pas cette année. Pour X raisons, je crois qu'apparemment, peut-être, il y a une rumeur que l'emplacement serait changé.
Peut-être ça, que C'est ça que je voulais dire, c'est qu'en fait, Mais, voilà. c'est aussi ce qui s'est dit sur le chat pendant le live là. Sur YouTube, tu veux Sur dire YouTube, ouais. Ouais. Et en fait, la question c'était, est-ce que finalement ils vont annoncer une trappe pour mettre une carte SD? J'ai dit non, par pitié non, ça prend énormément de place une Non. carte SD. Non mais ça prend énormément de place parce qu'il te faut le connecteur, le truc pour glisser. Et ils pas ont dans le justement sens de supprimé, mais ça va pas dans le sens de l'histoire, ça va pas dans le sens de la philosophie Apple. Encore. Et surtout ils ont supprimé la SIM pour avoir de l'espace. Parce que ce qu'il faut réaliser, c'est que quand tu as une carte de SIM, tu as le tiroir, tu as un problème d'étanchéité, et puis tu as tous les contacteurs où tu mets rien. Cet espace, il est gagné, c'est de la batterie en plus, c'est un téléphone un petit peu plus petit, c'est énorme quoi. Oui, et puis moi, je suis quand même impatient d'être un mardi parce qu'il faut quand même qu'Apple fasse des efforts en matière de réparabilité c'est dans l'air du temps. Hein. On va voir s'il y aura des évolutions de ce côté-là. Dernière évolution qui est quasiment sûre et attendue, la disparition du Lightning, mais encore une fois, Apple nous réserve une surprise. iPhone 15, enfin l'USB-C, hein, c'est une contrainte, Laurent, légale, hein, c'est pas le bon vouloir d'Apple. Hein. Ouais. Contrainte européenne, ouais. Bon, en fait, la Commission européenne a donné jusqu'à l'an prochain, pour 28 que, décembre 2024. 2024, pour que en fait tous les devices qui sortent soient sur la même norme qui est l'USB-C. Et donc en fait tous les opérateurs téléphoniques doivent avoir les téléphones. Et il y a une autre, dans la liste il y a d'autres appareils. Donc en fait, Apple aurait pu tenter un coup, et c'est de Trafalgar, je pense qu'ils ont évité la tempête, ils auraient pu attendre l'iPhone 16. Ah, ils auraient pu gagner un an. Ils auraient pu gagner un an. Mais je pense que... À quoi Oui, je pense que c'est à un moment donné, les câbles ont fait leur cycle et tout. Attention, Apple fait un gros business sur la vente de câbles. Hein. Et c'est là où... Le Made for iPhone. Hein, avec Made for iPhone. Mais Je t'en prie. vas-y. Non, mais Apple considère que c'est un vrai frein à l'innovation, en tout cas, l'USB-C. Est-ce qu'on peut être d'accord avec Greg Joswiak lorsqu'il annonce ça, notamment? Moi, j'ai du mal à Mais comprendre. ils ont raison. Moi, je trouve, ils ont raison, c'est un frein à l'innovation. C'est ridicule, cette loi. Mais on l'a fait à cause d'Apple. C'est-à-dire que eux ont fait exprès de garder. Il y a tous les téléphones du monde qui ont eu l'USB-C, même les Mac. Ils ont fait exprès de garder ce Lightning justement pour des royalties, parce qu'il n'y a aucune valeur vraiment technologique derrière le Lightning. Il fait pas des choses incroyables. Il fait plutôt moins de choses. Si tu veux brancher du HDMI, si tu veux brancher des accessoires, là les souris maintenant qui sortent sur 480 mégabits, hein. C'est la vitesse de l'USB 2. Hein. Non mais alors tu sais que l'iPad Pro a du Lightning en USB 3 par exemple. Ouais, et tu pouvais mettre un lecteur SD sur les iPad Pro qui est en USB 3, donc ils peuvent le faire avec le Lightning. C'est pareil, ils n'ont jamais trop développé ça, ils s'en fichent un petit peu. Donc c'est pas une techno qui est super à la pointe. Après on peut discuter du connecteur qui est un peu plus agréable je trouve que l'USB-C. Mais sinon ça n'a rien apporté de terrible ces dernières années pour le client lambda. Donc en fait c'est incompréhensible qu'il ne soit pas passé à l'USB en vrai. On est d'accord. Je me demande s'ils ne réserveraient pas l'USB-C uniquement pour l'Ultra. Non. Parce que ça donnerait l'opportunité en fait de pas travailler en 480 mégabits par seconde en fait et de partir vers une techno qui permet de délivrer plus vite de l'information au travers du câble. Ouais. Et puis l'année prochaine en fait de passer tous les iPhones en USB-C. Alors, Ce serait une possibilité. Selon les leakers, la plupart des leakers, Laurent, Stéphane, ils sont unanimes pour dire que toute la gamme iPhone 15 devrait adopter l'USB-C, mais il y aurait quand même une petite pingrerie d'Apple, Laurent. Une fois n'est pas coutume. Hein. Oui. Et ça nous vient, c'est Minchiko qui dit que l'inénarrable, qui dit que les USB-C, le fameux nouveau port USB-C des 15 et des 15+, se limiterait aux vitesses du Lightning USB 2. Donc ça resterait pareil, Ça 480 mégabits. Ça resterait pareil. Donc vitesse de transfert plus rapide serait réservée au modèle Pro. Donc on gagnerait quand même en simplicité parce qu'on n'aurait pas besoin Ça serait le même travailler câble. entre l'iPhone et le Mac. Bon, après, je ne suis pas sûr que les gens fassent vraiment, à l'exception, encore une fois, des gens comme Didier qui se servent de leur iPhone dans le processus, tu vois, de filmer, que les autres personnes transfèrent beaucoup de choses, tu vois, d'un iPhone. Donc que sur un iPhone non Pro, donne-moi quelqu'un qui a transféré des données d'un iPhone non Pro. Aujourd'hui, c'est dans le cloud. Ah, si tu fais tes backups, sur ton Mac. C'est quand même hyper long aujourd'hui de faire une sauvegarde avec le Lightning. Je vais te poser deux questions. Je vais te poser deux questions. Qui fait des backups aujourd'hui? Et ceux qui le font, qui le fait sur le Mac plutôt qu'avec cloud? Voilà. Ouais. Par contre, oui, mais si tu as 256 gigas de téléphone sur le cloud, il faut que tu payes quand même assez cher. Oui. Alors, Didier, il y aurait quand même une petite exception pour les iPhone 15 Pro, voire le Ultra? Oui, mais en fait, quand tu regardes, c'est exactement ce qu'ils ont fait sur les iPads. L'iPad grand public est en USB 2, USB-C mais USB 2.
Et puis, les iPad Pro sont en Thunderbolt. Ouais, c'est Thunderbolt 3, ouais. Et 4 même. Oui, bon après, je sais pas si, tu vois, Thunderbolt, ça consomme quand même pas mal de courant. Moi, je suis un peu perplexe sur cette rumeur, d'autant que l'USB, les dernières normes, là, elles font aussi du 40 gigabits, donc ça pourrait être suffisant. Peut-être que c'est ça, la rumeur peut-être être un petit peu entre deux. Moi, mon rêve, quand même, c'est que dans ma poche, j'ai un Mac. C'est-à-dire tu le branches à un écran, un clavier, tout, et en fait, tu pourras avoir un MacBook avec toi, c'est quasiment la même puce, il pourrait mettre macOS. Et il pourrait faire ce que faisait Samsung avec son deck là. Ah, donc voilà. Peut-être qu'on va vers ça. Dex, Voilà. c'est ça? Ça s'appelait comme ça? Non mais en fait, non mais ça, de toute façon, on va y arriver à un moment. Moi, Mais non, ils vendraient plus de Mac ni d'iPad. Si. Ils Mais veulent tout, ils veulent nous vendre. non, mais moi, Ça je s'appelle l'utilise le quand Vision même. Pro, les gars. Non mais moi, je l'utilise comme tel. Mais moi, auquel j'ai pensé quand je vous entendais discuter, je suis sûr que Apple, on les connaît, ils vont nous faire les plus beaux câbles USB-C du marché. Et on va les acheter 40 balles alors qu'ils valent 10 balles d'ailleurs, quoi. Voire moins. Allez, ouais. après l'iPhone, on va s'intéresser brièvement aux avancées propres aux Apple Watch qui auront droit également à pas mal de mises à jour ce mardi. Apple Watch, la bonne santé à la bonne vôtre, hein, messieurs. Il semble qu'Apple veuille vraiment proposer de nouvelles fonctionnalités autour de la santé. Il n'y a pas eu grand-chose en termes de nouveautés à part, Didier, l'Apple Watch Ultra l'année dernière, qui était plutôt destiné aux baroudeurs, aux gens à fort embonpoint et comme moi, et avec la vue qui baisse et qui a besoin d'un grand écran. Ils ont du retard hein, par rapport au reste du marché en matière de fonctionnalités de santé. Hein. Je confirme. Ils ont un peu du retard partout en vrai. Parce que là, quand tu regardes les mises à jour de Garmin sur le sport, franchement, on a eu quoi comme mise à jour en un an? Là, il y a Workout Door qui a été un petit peu mise à jour récemment. Mais c'est quand même pas la folie. Ils ont eu leur application de plongée qui a finalement sorti. Donc c'est pas mal. Et c'est des développeurs tiers quand même tout ça. C'est-à-dire qu'eux n'ont pas fait tant d'améliorations là-dessus. Là, les dernières Garmin, elles ont un nombre de fonctionnalités incroyables. Il y a même de la prévision quand tu fais de la pêche. Je sais pas si tu vois. Bon, tu vas me dire, est-ce que c'est le boulot d'Apple de faire ça? Je sais pas. Mais en tout cas, en termes de produits, quand tu achètes une Garmin aujourd'hui, tu peux nous détailler ceux qui font du TMB, ils n'ont pas d'Apple Watch. Non mais toi, je sais que tu as l'esprit mal tourné. Mais non, il y a combien de sports sont préprogrammés sur la Garmin? C'est pas de discipline. C'est plusieurs centaines. Tu en parleras dans et surtout, ton coup de cœur. Non mais cet été, par exemple, je suis allé faire du vélo. J'ai fait du VTT un peu costaud, machin. Au bout de 2 heures, il me dit, il semblerait que vous fassiez une activité physique. Et je me suis dit, quand même, quoi, c'est Apple, ils ont de l'IA, ils ont tout. Ah bah oui, c'est sûr, ils sont en retard total. Là. Alors, en tout cas, non mais en plus, il te remontait pas au début de ton vélo, il remontait à 10 minutes avant, quoi. Alors, on a bien compris. Peut-être parce que tu faisais pas assez d'efforts. Hein. Ouais, j'ai vu, Christophe. Alors, qu'il est vilain. On a bien vu qu'au niveau du sport, ils ont encore des progrès à faire, que en tout cas, c'est les sportifs les plus exigeants, c'est la marque Garmin et la référence aujourd'hui. Mais ça fait plusieurs années, et c'était le mantra de Tim Cook, qu'on attend, les amis, des fonctions de santé importantes, des avancées. Il n'y a quasiment rien eu ces derniers temps. Le sommeil, la menstruation pour les filles, mais le taux d'oxygénation, ça c'était utile pour le Covid. Oui, mais c'était il y a 3 ans le taux d'oxygénation. Oui, bien évidemment. Oui, je suis d'accord avec toi. La glycémie, on l'attend depuis 3 ans. Hein. Ouais, mais le capteur cardiaque. Oui, mais le capteur de température, pardon. Non, mais le capteur de température, c'est lié au cycle menstruel. Ils vont te dire qu'il y a sur d'autres montres, il y a un vrai capteur. Je sais bien. Alors que c'est pas. Je sais bien. Et pendant ce temps-là, Laurent. WeThings. WeThings. Ouais, mais ça permet à d'autres de reprendre du terrain. Mais après, le problème, c'est que c'est un terrain marginal. C'est-à-dire que, par exemple, WeThings ils ont sorti la ScanWatch 2 et la ScanWatch Lite à l'IFA, là, qui sont top. Après, c'est toujours la même chose. C'est-à-dire que les concurrents, ils sortent quelque chose, et puis Apple arrive. Et qui dit vraiment la santé. Hein. Ouais. Donc, non. WeThings fait un truc aussi, c'est que les montres sont assez jolies. Ça reste des montres. Pour beaucoup, tu vois, super autonomie. Oui, ça reste, tu vois, esthétiquement, ça peut correspondre à une montre. Il y a plein de gens qui disent, moi, j'ai pas envie d'avoir un ordinateur au poignet. Alors que c'est là la réussite pour moi de WeThings. Regardez cette réaction de François et Célène sur Twitter, alias Feu, Twitter, alias X. Pour l'Apple Watch, une recharge sans connecteur propriétaire serait une vraie avancée, car ce galet à transporter partout. Moi, j'en peux plus du galet de l'iPhone. Oui, d'accord. Une vraie rupture de design sur l'Apple Watch classique serait bien aussi. Moi, je suis moins d'accord. A priori, pas de dalle micro-LED, on resterait à l'OLED. Côté puce, on progresserait cette année avec une puce un peu plus rapide, parce que l'année dernière, c'était quasiment du surplace. Un processeur S9 qui serait dérivé du A15 Bionic de l'iPhone 13, donc version allégée, et une version 2 de l'Apple Watch Ultra dont on ne sait pas grand-chose, Didier. Non, il n'y a pas eu beaucoup de fuites autour de l'Apple Watch. Mais en fait, l'Apple Watch Ultra aussi n'avait pas fuité. Enfin, quelque part, l'Apple Watch, je te dis qu'ils arrivent quand même à garder un petit peu le secret. Mais c'est vrai que, quand même, nous qui faisons des reviews, tu vois, chaque année,
l'Apple Watch Ultra, c'était la vraie petite révolution quand même l'an dernier. Enfin, moi, je dois le dire, pour moi, c'est la vraie nouvelle Apple Watch. Il faut quand même leur rendre ça. Ils ont vraiment créé une montre très agréable au quotidien, beaucoup d'autonomie, robuste. Tu vois, moi, elle s'est pas trop abîmée. Elle est hyper efficace. Enfin, elle a énormément de qualité. Elle a un grand écran. Je trouve que c'est ça la nouvelle Apple Watch. Alors, pour moi, c'est Alors, ce qui est étonnant, c'est qu'au devenu moment... l'Apple Watch normale, en fait. Pardon Didier. Ce qui est étonnant, c'est que au moment où Apple a sorti l'Apple Watch, au trimestre de l'année dernière, ça n'a pas eu vraiment un effet hyper positif sur les ventes, car les ventes, de manière générale, des Apple Watch sont en baisse. Le quatrième trimestre de l'an dernier était particulièrement difficile pour les fabricants. Pour tous les fabricants. Le smartwatch, le marché a perdu près de 18%. Et les ventes d'Apple ont chuté de 17% malgré l'arrivée de l'Apple Watch Ultra, l'iPhone SE et j'en passe. Sur l'année, Apple est le seul quand même à réussir à progresser, mais il faut bien quand même secouer le cocotier parce qu'on voit qu'aujourd'hui, les smartwatches ont du mal à se vendre. Tous les autres fabricants sont en baisse. Xiaomi, moins 41%, Huawei, moins 21%, Samsung, moins 4%, c'est presque stable, ou Google, moins 22%. Et pendant ce temps-là, l'industrie traditionnelle suisse a connu un gros succès avec ses séries limitées. On pense à Swatch. Il n'est pas limité. Swatch, oui. La Moonswatch avec Omega, elle est limitée. Et les gens, Didier, faisaient la queue pour. Moi, j'ai vu plein de monde cet été avec cette million d'exemplaires. Mais oui. Bien sûr, mais j'ai vu plein de monde avec cette montre. Si, je te mets au défi d'en trouver une. Ah oui, non, mais que ce soit difficile d'en trouver, ok, mais ils ont dit, que ça sera jamais limité. C'est-à-dire, tout le monde veut les prendre. Il y a la queue à chaque fois. Sur les champs, il y a la queue à chaque fois, chaque matin. Il y en a plus là. Probablement, mais ils vont peut-être le refaire. Ils signent un contrat avec Blancpain là, donc. Voilà. Ça, c'est sorti, oui. Ouais. Donc, mais ce qui est amusant, c'est que je trouve que là, on parle du retrait du cuir dans toute la gamme de produits Apple, et du coup, ils pourraient perdre leur partenariat avec Hermès, parce que Hermès, ils vont pas faire du cuir synthétique, enfin, en tout cas, pas pour l'instant. Et je trouve qu'il manque un partenariat, justement, de design. Mais bon, Apple le fait très rarement. Mais c'est vrai qu'on aimerait, on a sa Porsche, tu vois, la montre ouvre la Porsche, tu te dirais, tiens, une édition Porsche, comme ils ont fait avec Nike un peu. Et j'aimerais bien quelque chose de vraiment travaillé. Et ça permettrait de relancer un peu les ventes. Les Apple Watch sont devenus un peu toutes les mêmes. Hein. Tu es incapable de dire si c'est une 1 ou une 8 aujourd'hui. Surtout quand l'écran est éteint. Ça, c'est sûr. Voilà. Allez, ce sera le mot de la fin concernant l'Apple Watch. On aura toutes les réponses, j'espère, dès mardi. Soyez au rendez-vous à 18h30 sur notre chaîne YouTube. On conclut presque cette émission avec Laurent et la question de la semaine. Alors, Laurent, on a une petite réaction Twitter. Ouais, on a une réaction qui est parfaite, une réaction de Bruce qui dit quel pourrait être un one more thing, y en aura-t-il un? Et donc la question de la semaine, c'est pensez-vous qu'il y aura un one more thing? Et si oui, quel serait-il? Vous répondez en commentaire sur YouTube et on les sélectionnera pour justement la semaine prochaine. En clair, est-ce qu'Apple a besoin de créer la surprise? Parce que là, ça ronronne, on l'a bien compris autour de l'iPhone. C'est un peu le pari. Hein. Moi, j'aimerais bien trouver que quelqu'un nous mette dans les commentaires parce qu'on l'aura la réponse pendant c'est mardi. Donc, mettez vos pronostics et on vous citera pour savoir qui a gagné. Allez, on passe à vos coups de cœur. Qui a été très bon, qui a eu le nez creux. Voilà, merci beaucoup Laurent. On se retrouve mardi pour la sélection. Et surtout, réagissez, expliquez pourquoi vous pensez qu'Apple a besoin de secouer encore une fois le cocotier. On passe à vos coups de cœur. Allez Stéphane, vite, le coup de cœur. Alors, coup de cœur, moi c'est simple, c'est la Samsung Watch 6 Pro que j'ai là. Vendu. Voilà, à ma main gauche. Mais je peux juste vous dire pourquoi parce que j'ai testé les deux. Ben oui, ça tombe bien. J'ai testé les deux en parallèle. Alors bon, je vous passe les histoires de problèmes de batterie que je peux avoir avec l'Apple Watch, on va dire que c'est ancien, etc. Mais là où j'ai été très très surpris, c'est le nombre de disciplines. Par rapport à ce que vient à Didier tout à l'heure, dès que je faisais le moindre petit truc, il y avait une des 90 disciplines qui s'activait. Détecté. Il y avait au niveau santé, j'ai jamais eu un truc comme ça. J'ai l'impression d'avoir un vrai coach. Combien? Justement, 399. Et c'est moins cher que nos chers Apple Watch. La classique qui est un peu plus petite, là c'est la Pro qui est un peu plus grande. Je vous dis, ils ont fait un des progrès de géant et là il y a vraiment une chose. Le seul grand défaut, c'est quoi? C'est que on peut pas même connecter à un iPhone, donc il faut avoir un Android. Il n'y a pas de passerelle avec l'iPhone? Non, mais c'est pas grave, c'est comme ça qu'on fait. Voilà. Je pense qu'il nous concerne. Et donc juste pour vous dire, par exemple là il y a des choses très intéressantes comme par exemple WhatsApp en native, et donc en gros on peut partir avec son truc et
continuer à discuter même sans carte SIM, sans rien. Oui, si tu vas taper sur ton écran avec WhatsApp. Bien sûr, et c'était très très agréable. Bah ouais. Bref. Je tiens à dire, je suis pas un vendu. Je vous dis juste la vérité. J'ai vraiment adoré. Bah ben, on te croit sur parole. Voilà. Et c'est bien, ça apporte un peu de diversité à cette émission. Didier, de ton côté, ton coup de cœur. C'est bien pour faire des vocaux sur WhatsApp, tu vois, c'est suffisant. Bah voilà. Exactement. Alors moi, j'ai 2 coups de cœur. Ouais. J'en ai un cher et un moins cher. Le cher, c'est celui que j'ai testé cet été aux États-Unis parce que ça n'existe pas en Europe. C'est Rivian. Alors tu sais, on dit souvent que Tesla, c'est un peu l'Apple de la voiture. Et ben moi, j'ai testé l'Apple des 4x4. Waouh. Et vraiment, j'ai été bluffé. Alors Rivian, en fait, c'est des anciens justement d'Apple et de Tesla qui ont fait donc un 4x4 électrique. Qui ont fait Et l'Apple surtout, Car. ils ont fait quoi, un hein. système. C'est ça ce que j'allais dire. Ils ont Mais fait l'Apple Car. c'est bluffant pour une boîte qui est aussi jeune, parce que le Rivian est sorti en 2019. Et vraiment, ils ont fait un système qui n'est pas buggé, qui est aussi fluide et aussi complet, voire plus complet que Tesla. Donc j'ai fait toute une vidéo même dédiée au système, tellement j'ai trouvé ça incroyable. La voiture est géniale, mais le système est incroyable. Et vraiment, en fait, ce truc-là te met une claque par rapport à tous les constructeurs européens qui mettent des milliards, hein, comme le groupe Volkswagen, dans du logiciel et qui arrivent à accoucher d'une souris. Et là, tu te dis quand même une petite boîte comme ça, juste parce qu'ils ont les bonnes personnes, ils bossent efficacement et ça donne un truc incroyable. Donc allez voir la vidéo, franchement, c'est un iPad 4x4 quoi. On a hâte dès que ça arrive en Europe pour qu'on puisse l'essayer. Laurent, de ton côté, ton coup de cœur. Attends, Il y avait un deuxième. Il y avait un deuxième, excuse-moi. Mais en fait, je l'ai testé cet été aussi, parce que je suis allé faire un peu de Jeep en off-road et tout dans le désert. Tu vois, alors dans le désert, j'étais avec mon iPhone à 50 degrés, il fonctionnait encore, donc bon point Apple, bravo. Contrairement à l'Action 4 de DJI, qui lui, à 50 degrés, commençait à s'arrêter un petit peu. Donc ça, c'est l'équivalent de la GoPro chez DJI, donc ils ont sorti la 4e version là, cet été. Et franchement, cette caméra, pour le prix, est bluffante en termes de fonctionnalité, de stabilisation. Tu vois, on voit à l'image, là, j'ai filmé un petit peu partout en Californie. C'est beau, hein. Donc allez voir la vidéo si ça vous intéresse. C'est pas que pour le sport. Moi j'ai testé un peu en mode vacances, voilà, pour faire des petites images un peu. Tu te balades, tu la mets sur la voiture, tu te gardes des souvenirs parce qu'elle a un super grand angle, donc tu peux te filmer sans avoir une perche énorme. Et il file une perche qui fait, je sais plus, 2 mètres de haut. Donc tu peux vraiment faire des plans très sympas. Et c'est pas très cher, je crois que ça vaut autour de 400 €. En plus, c'est une super autonomie. Moi, ça tenait tout l'après-midi, contrairement à la GoPro qui tient 1 heure à peine. Par contre, ça a surchauffé un petit peu dans le désert, donc des fois elle s'arrêtait. Et ça, c'était un peu le mauvais côté, mais bon, je l'ai poussé un peu à l'extrême, quoi. Vallée de la mort. Merci Didier. Laurent, de ton côté. Alors moi, je vais vous parler du détecteur de monoxyde de carbone intelligent Netatmo. Donc c'est un objet connecté. Donc beaucoup de gens, on oublie qu'il y a deux détecteurs dans les maisons. Il y a le détecteur de fumée. Et donc qui détecte s'il y a un début d'incendie, mais il y a aussi les détecteurs de monoxyde, qui est d'ailleurs beaucoup plus dangereux parce que dans l'absolu, il est sournois, on sent pas le monoxyde. C'est quoi le monoxyde de carbone ? Ça arrive souvent quand il y a une mauvaise combustion dans les chaudières. Donc si tu as une chaudière, il te faut ça. Et en fait, pourquoi je vous parle de ça ? Parce qu'il s'est passé un truc, c'est que dans mon quartier, GRDF a décidé de changer un poste de détente. C'est-à-dire le gaz arrive de façon avec beaucoup de pression, puis ils te mettent un détendeur pour le distribuer dans les immeubles. Et apparemment, il y a eu T'as trop détendu. Il y a une couille dans le potage. Et il y avait de l'eau dans le gaz. Et donc, en fait, ce qui s'est passé, c'est que tous les immeubles de tout le quartier les chaudières se sont mis en rade. Le problème, c'est que la chaudière, au moment où elle se retrouve à plus avoir le bon gaz, le bon truc, elle commence à cracher du monoxyde. La combustion est plus bonne. C'est indétectable. Et c'est super dangereux parce que c'est un gaz qui est indétectable. C'est un gaz qui se fixe 80 fois plus facilement à l'hémoglobine. Et on meurt comme étouffé. Exactement. Tu meurs en fait asphyxié, tu t'en rends pas compte, quoi. Tu mets 5 heures à évacuer le monoxyde à une atmosphère. Quand tu es au niveau de la mer, si tu en inhales. C'est Rétis qui est mort comme ça, je crois. Ouais, c'est horrible. Et donc en fait, j'ai ce détecteur. Je vais pas dire le mot. Vitas Guerrilla Utis. Donc j'ai ce détecteur à la maison, et donc comme je loue l'appartement dans lequel je suis a un détecteur aussi normal. Ils ont un détecteur j'ai 2 détecteurs anti-fumée, mais j'ai aussi un détecteur de monoxyde. Et bien en fait, il s'est déclenché quasiment 12 minutes avant le détecteur que tu installes dans les maisons. Merci. Ouais, exactement. Et ça commence avec le téléphone, ça te l'annonce sur le téléphone avec une première alerte. Attention, le niveau de monoxyde est pas bon. Et puis à un moment donné, ça surtout celle de mes enfants, parce que leur chambre est juste à côté de la salle de bain. Donc comme j'avais pas d'intention de me défendre, et je trouvais ça sympa, et ça s'est passé hier, donc du coup je me suis dit ça mérite de le citer. C'est clair, voilà. Une belle initiative. Et un détecteur de monoxyde, ça vaut entre 20 et 40 euros, tu vois, du marché. Et celui-là,
c'est HomeKit, et celui-là, il vaut un peu plus cher parce qu'il vaut un peu moins de 100 €. Mais bon, ça, C'est là, 10 ans d'autonomie. Oui. HomeKit, tu es alerté. Tu peux demander en plus à Siri quel est le taux de monoxyde. Et je me suis amusé. Juste le taux, là, aujourd'hui, j'étais à 12 ppm. Sachant qu'on considère qu'au-dessus de 50, c'est dangereux. Hier, je suis monté à 897 ppm. Ah oui, donc c'était Donc, plus que dangereux. Voilà. Bien. De ton côté, Christophe, ton coup de cœur cette semaine? Alors moi, pour mon coup de cœur, j'ai beaucoup hésité cette semaine. J'ai hésité entre les montres de Casio, tu vois, les montres un petit peu vintage des années 80, des années 70, La etc. calculatrice. Et ils sont en train vraiment de refaire toute la gamme au fur et à mesure. Donc j'ai hésité entre ça et autre chose, mais comme tu désires en fait qu'on ne parle que d'un seul coup de cœur, je respecte évidemment ta le décision. sale Sauf pour Didier. Sauf pour Didier. Sauf pour Didier. Et je vais vous parler du Camlink de Elgato que vous connaissez sans doute déjà en fait, mais je vais en reparler encore parce que lors du live de la semaine passée, justement, on en parlait de On refait la pop. J'utilise un Camlink pour brancher un iMac en fait tout simplement qui rentre en HDMI sur le Camlink et qui me permet en fait de pouvoir avoir un écran à partager si je veux à un moment donné aller sur YouTube pour montrer quelque chose lors du live. Mais c'est quelque chose que je peux faire sans aucun problème. Demain, si je veux brancher une console dessus, je peux le faire également. Et on peut évidemment venir brancher sur le Camlink un appareil photo à part entière et l'utiliser comme webcam, et ce qui donne vraiment un rendu extraordinaire. En plus de ça, il est livré, donc c'est de l'USB 3, et il est livré avec un petit câble de rallonge qui nous permet de ne pas trop encombrer nos USB, parce que on voit ici en fait que quand on rentre le Camlink à l'intérieur d'un Mac Mini par exemple, on vient utiliser le second, on vient en tout cas gêner le second port USB-C, et grâce au petit câble de rallonge, en fait c'est pas le cas, donc c'est top, vraiment Elgato Camlink 4K dans ce cas-ci. Il n'y a pas de version USB-C alors de ça, si? Non? Peut-être, moi je ne l'ai pas, mais en tout cas je ne sais pas, à voir. Donc toi c'est du côté de nos amis Elgato, une marque allemande bien connue. De mon côté c'est une marque sœur il y a quelques années d'Elgato, c'est Eve qui a sorti à l'IFA, qui a dévoilé, on l'avait vu un petit peu en avance avec Laurent, ils m'ont dû nous le montrer au studio, on n'avait pas le temps d'en parler, ça s'appelle le Eve Play. Si vous avez à la maison un bon ampli et de grosses enceintes bien costauds et que vous voulez le transformer en AirPlay, vous branchez sur cette petite platine qui intègre un convertisseur numérique analogique de chez Texas Instruments, et vraiment le traitement est super propre. Signal du bruit jusqu'à 112 dB et voilà, et vous pouvez tout simplement diffuser vos contenus audio en AirPlay depuis l'iPhone jusqu'à votre chaîne Wi-Fi classique ou chaîne Wi-Fi audiophile comme on disait autrefois. Il sera disponible à partir du mois de novembre au prix d'environ 150 €. Ça coûte l'AirPlay. Ça me rappelle il y a quelques années Feu l'AirPod Express qui permettait déjà de faire ça et qui a malheureusement disparu de la gamme d'Apple. Voilà, c'est la fin de cet épisode de Refait le Mac. Merci de l'avoir suivi et merci encore depuis maintenant 14 ans pour votre fidélité. On se donne rendez-vous donc la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Un épisode particulier parce qu'on vous l'a dit, nous serons en direct pour l'Apple Event, mardi à partir de 18h30 à San Francisco. Vous verrez à Cupertino, à l'Apple Park. On vous réserve quelques surprises, vous verrez, du moins j'espère, si on arrive à tout goupiller d'ici là. Je pense que ce sera une belle keynote, soyez au rendez-vous. On va passer un bon moment ensemble. Vous la vivrez en direct avec nous, avec Laurent, avec Stéphane, avec Christophe, j'espère. Et Fanny devrait pouvoir venir nous rejoindre après quelques années d'infidélité. Non, elle avait énormément de travail. Il revient dans On refait le Mac. Et puis Didier, bien sûr, sera live sur Mac Forever, en texte comme d'habitude. En direct de Cupertino. En direct de Cupertino, comme chaque année. On sait combien nous sommes invités. Merci Apple d'ailleurs. Avec grand plaisir. Voilà. Je croyais vraiment que tu y étais là. J'aurais souhaité quand même. Regarde, j'ai le t-shirt que j'ai récupéré à Apple Park. Mais tu y vas à tes frais. Voilà. Au moins, tu suspectes pas d'être vendu à Apple. Mais en fait, si tu y vas à tes frais, tu es de l'autre côté de la route. C'est ça. J'ai vu ça. C'est ça, le visiteur center. Tu n'es pas dans Apple Park. C'est ça, tu n'es pas dans le blog. Il pourrait être prévenu en temps réel, bien sûr, de la mise en ligne de l'émission. Je vous invite à vous abonner. Bien sûr, c'est important de vous abonner et de cliquer également sur le petit pouce pour faire monter l'algorithme de YouTube. Après quasiment un été sans publication vidéo, ça va nous aider à être référenciés. Merci encore pour votre utilité et à la semaine prochaine, live 18h30 sur On refait le Mac et sur la chaîne YouTube d'On refait le Mac. À très vite. Salut.